Je m'appelle Claire Martin et, à 28 ans, je ne m'attendais pas à passer du statut de simple institutrice en école primaire à celui d'héritière de 36 millions d'euros du jour au lendemain. Lorsque mes grands-parents sont décédés dans ce terrible accident d'avion, j'étais dévastée. Ils m'avaient élevée, aimée et n'avaient jamais mentionné leur fortune. Le jour où ma famille, avec qui j'avais peu de contact, a découvert que j'étais la seule héritière, tout a changé. Leurs faux sourires se sont transformés en menaces, mais ils ne s'attendaient pas à ce qui s'est passé lorsqu'ils ont pris d'assaut la villa ce jour-là. Si vous aviez pu voir leur visage lorsqu'ils ont réalisé qui se tenait à mes côtés. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour entendre comment j'ai tenu tête à la famille qui a essayé de tout me voler. Avant que ces 36 millions d'euros ne changent tout, je menais une vie simple à Lyon. Mon petit appartement T2 était à seulement 15 minutes de l'école primaire des Rives, où j'enseignais les arts plastiques au CE2 et CM1. Ma vieille Renault Clio affichait plus de 240 000 km au compteur, et ma plus grande folie était d'acheter des fournitures d'art de qualité pour ma classe lorsque le budget de l'école était insuffisant. Chaque week-end, je conduisais jusqu'à la maison de mes grands-parents en banlieue. Henri et Hélène Martin m'avaient élevée depuis mes 7 ans, après que mes parents, Jacques et Valérie, eurent simplement disparu un jour. Ils avaient laissé un mot disant qu'ils avaient besoin de se trouver et ne sont jamais revenus. Plus tard, nous apprendrions qu'ils avaient des dettes de jeu et des problèmes de dépendance. Mais enfin, tout ce que je savais, c'était que papy et mamie étaient désormais mon monde. Leur maison était modeste, un pavillon de 3 chambres avec un magnifique jardin que mamie Hélène entretenait avec amour. Papy Henri m'accueillait toujours avec des biscuits faits maison et un verre de lait. Une tradition de mon enfance qu'ils n'avaient jamais abandonnée. Même à l'âge adulte, étant eux-mêmes enseignants à la retraite, ils comprenaient ma passion pour l'éducation malgré les difficultés financières. Chaque dimanche, nous dînions ensemble. Papy racontait des histoires sur ses années d'enseignement de l'histoire et mamie me montrait ses dernières aquarelles. Ils encourageaient maintenant mon art, finançaient mes études et m'apprenaient que la richesse venait des relations humaines, pas des comptes en banque. Jamais ils n'ont laissé entendre qu'ils possédaient quoi que ce soit au-delà de leur pension d'enseignant. Mon prêt étudiant pesait sur moi environ 45 000 euros qui semblait impossible à rembourser avec un salaire d'institutrice. Lorsque je mentionnais mes difficultés, mes grands-parents offraient de petites sommes pour aider, mais disaient toujours qu'ils avaient eux aussi un budget fixe. Je n'en ai jamais douté, voyant leur budget serré et leur mode de vie modeste. Ma meilleure amie, Monique Dubois, était à mes côtés depuis l'université. En tant qu'infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse, elle comprenait aussi les difficultés financières. Nous nous retrouvions pour un café au Café du Rhône chaque mercredi, partageant notre semaine et nous soutenant mutuellement face aux défis de la vie. Monique était la sœur que je n'avais jamais eue, la seule personne en dehors de mes grands-parents qui me connaissait vraiment. Le reste de ma famille était devenu des étrangers. Tante Éléonore, la sœur de mon père Jacques, avait coupé les ponts avec mes grands-parents peu de temps après qu'ils m'aient recueillie. Elle prétendait qu'il favorisait mon père et maintenant moi, bien que je n'ai jamais compris de quel favoritisme elle parlait. Oncle François, mon autre oncle paternel, maintenait un contact superficiel par carte de vœux, mais ne venait jamais nous voir. Mes cousins Camille et Théo, les enfants d'Éléonore, m'étaient inconnus. Je ne les avais rencontrés que lors de rares événements familiaux, où ils me regardaient toujours avec un ressentiment non dissimulé. La dernière fois que j'ai vu mes grands-parents vivants, c'était 2 jours avant leur voyage d'anniversaire en Corse. Mamie et Hélène étaient excitées par leurs premières vraies vacances depuis des années. Ils avaient économisé pour cela, planifiant chaque détail avec la précision de gens peu habitués au luxe. Nous étions assis dans leur véranda, buvant du thé, alors que la lumière dorée du soir traversait les fenêtres. Papy Henri m'avait serré la main et dit quelque chose qui me hanterait plus tard. Ce que tu vois n'est pas toujours l'image complète. Claire, souviens-toi que les gens peuvent te surprendre d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je pensais qu'il était juste philosophe, comme il l'était souvent. Je les ai embrassés pour leur dire au revoir, j'ai promis d'arroser les plantes de mamie et je leur ai dit que je viendrais les chercher à l'aéroport Saint-Exupéry dans 10 jours.
L'appel téléphonique est arrivé 3 jours plus tard. Leur petit avion de tourisme s'était écrasé lors d'un tour de l'île. Aucun survivant. Les secours avaient récupéré leur corps. Je me suis effondrée sur le sol de ma cuisine, le téléphone toujours à la main, incapable de respirer, de pleurer ou de crier. Monique m'a trouvée là des heures plus tard, quand j'ai manqué notre rendez-vous café, toujours dans la même position, en état de choc. Je n'aurais jamais imaginé que leur mort ne m'enlèverait pas seulement les seuls vrais parents que j'avais connus, mais révélerait aussi des secrets qui bouleverseraient mon monde et retourneraient ma propre famille contre moi. Les funérailles ont eu lieu à la petite église de quartier, un lieu modeste qui, je pensais, aurait convenu au goût simple de mes grands-parents. J'ai été choquée lorsque des visages que je reconnaissais à peine ont commencé à entrer dans l'église. Tante Éléonore est arrivée dans une robe de créateur noir, le visage convenablement solennel, mais ses yeux scannaient la pièce comme pour en évaluer la valeur. Oncle François a amené sa femme Béatrice, tous deux habillés impeccablement et chuchotant l'un à l'autre tout en jetant des coups d'œil vers moi. Mes cousins Camille et Théo se tenaient maladroitement près du registre de condoléances, signant avec emphase et ajustant leurs montres coûteuses. Où étaient-ils tous pendant les fêtes, les anniversaires et les séjours à l'hôpital? Leur apparition soudaine ressemblait à celle de vautours encerclant ce qui restait de la vie de mes grands-parents. Après le service, tante Éléonore s'est approchée de moi, son parfum accablant alors qu'elle m'embrassait en l'air près de la joue. « Quelle tragédie, ma chérie. Tes grands-parents étaient des gens merveilleux. J'ai toujours voulu venir plus souvent. » Elle marqua une pause, la main sur mon bras. « As-tu déjà parlé à leur notaire du testament et des arrangements? » Oncle François fut moins subtil. « Toutes mes condoléances, Claire. Terrible affaire. » Il s'éclaircit la gorge. « Je suppose que maître Bernard Leroux s'occupe de leur succession. Aussi petite soit-elle, la famille devrait vraiment rester unie lors du partage de tels objets sentimentaux. » J'étais confuse. Mes grands-parents n'avaient jamais mentionné un notaire nommé Bernard Leroux. Quand je l'ai dit, mes proches ont échangé des regards que je ne pouvais pas interpréter. Le mystère a été résolu le lendemain matin lorsque j'ai reçu un appel d'une voix grave et professionnelle. « Mademoiselle Martin, ici, maître Bernard Leroux du cabinet Leroux & Associés. J'étais le notaire et conseil de vos grands-parents. Nous devons nous rencontrer concernant leur succession. Pouvez-vous venir à mon bureau demain à 10h01? » Le cabinet de maître Leroux occupait le dernier étage du plus haut bâtiment du quartier de la Part-Dieu à Lyon. La réception brillait de marbre et d'acajou et la vue panoramique sur la ville me faisait me sentir petite et déplacée dans ma robe bon marché et mes bottes usées. Maître Leroux était un homme grand et distingué d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants qui m'évaluaient avec soin. « Mademoiselle Martin, » dit-il en désignant un fauteuil en face de son bureau massif. « Merci d'être venue. Je suis le conseil de la famille Martin depuis 30 ans, bien que vos grands-parents ne m'aient peut-être pas mentionné. Je m'attendais à une brève réunion sur un testament modeste, me laissant peut-être leur maison et quelques petites économies, ce qui a suivi a tout changé. Vos grands-parents, Henri et Hélène Martin, vous ont désigné comme légataire universel de leur patrimoine, évalué à environ 36 millions d'euros. » Maître Leroux a déclaré cela d'un ton factuel, comme s'il discutait de la météo. J'ai ri. C'était forcément une blague. Mes grands-parents étaient des enseignants à la retraite, qui découpaient des bons de réduction et conduisaient une berline vieille de 10 ans. Maître Leroux n'a pas souri. Votre grand-père n'était pas seulement professeur d'histoire, mademoiselle Martin. C'était sa passion, oui, mais ce n'était pas sa principale source de revenus. Henri Martin était le propriétaire silencieux de Martin Immobilier Holding, possédant de l'immobilier commercial dans 3 régions. Votre grand-mère gérait leur portefeuille d'investissement qui a eu des performances exceptionnelles. Il maintenait un mode de vie modeste par choix, non par nécessité. Il fit glisser un dossier sur le bureau. La succession comprend 12 immeubles commerciaux actuellement loués à des entreprises stables, un portefeuille d'actions et d'obligations d'une valeur d'environ 18 millions d'euros, une villa au bord du lac d'Annecy qu'ils ont achetée il y a 5 ans mais n'ont jamais occupée. Plusieurs véhicules de luxe stockés dans un garage privé et des liquidités d'environ 4 millions d'euros sur divers comptes. Mes mains tremblaient en ouvrant le dossier. Les actes de propriété,
les relevés bancaires et les rapports d'investissement dansaient devant mes yeux. Des photos d'une superbe villa au bord du lac qui aurait pu figurer dans un magazine, la documentation d'une vie que mes grands-parents m'avaient complètement cachée. Pourquoi m'ont-ils caché cela? Ai-je chuchoté. L'expression de Maître Leroux s'adoucit légèrement. Vos grands-parents étaient des gens discrets. Ils venaient de milieux modestes et ont bâti leur richesse tranquillement sur des décennies. Ils craignaient que la connaissance de leur fortune ne change votre développement en tant que personne. Ils voulaient que vous valorisiez l'éducation, le travail acharné et la compassion au-dessus de la richesse matérielle. La lecture du testament était prévue pour le lendemain. J'étais encore sous le choc quand je suis arrivée pour trouver mes proches déjà assis dans la salle de conférence. Les visages pleins d'attente. Maître Leroux a lu le document juridique formel qui stipulait en termes clairs que moi, Claire Martin, devais hériter de la totalité de la succession d'Henri et Hélène Martin, sans aucune provision pour les autres membres de la famille. Je pouvais sentir la température dans la pièce chuter alors que les mots « légataire universel » et « totalité de la succession » résonnaient dans le silence. Le visage de tante Éléonore se crispa. Ses jointures blanchirent autour de son sac à main de créateur. La mâchoire de l'oncle François bougeait d'avant en arrière, une veine palpitant sur son front. Camille me fixait avec une haine nue, tandis que Théo regardait ailleurs, le visage rouge. Il doit y avoir une erreur. La voix de tante Éléonore trancha le silence. Henri était mon frère. Il ne laisserait sûrement pas sa propre sœur sans rien. Maître Leroux était imperturbable. Le testament est juridiquement contraignant et a été mis à jour l'année dernière. Votre frère était sain d'esprit et a exprimé ses volontés de manière explicite. Et les droits de Jacques, exigea l'oncle François, faisant référence à mon père absent. Son fils devrait avoir une part réservataire qui nous reviendrait en son absence. Votre frère Jacques, a officiellement renoncé à ses droits de succession il y a des années lorsqu'il a cédé la garde de Claire à vos parents et a disparu, répondit Maître Leroux. Tout cela a été réglé juridiquement. De plus, étant donné que Claire est la descendante directe, elle hérite par représentation. Vous n'avez aucun droit sur la réserve héréditaire. Alors que la réunion dégénérait en protestation colérique et en menace à peine voilée de contester le testament, Maître Leroux informa calmement tout le monde que le testament était inattaquable, avec de multiples témoins et une documentation médicale prouvant la compétence mentale de mes grands-parents. Après que mes proches soient sortis en trombe, il m'a expliqué le processus de transfert des actifs et m'a suggéré d'envisager des conseillers financiers et des mesures de sécurité étant donné le changement significatif de ma situation. Ce soir-là, j'ai appelé Monique, toujours incapable de tout assimiler. Elle s'est précipitée avec une bouteille de vin et a écouté alors que je déversais cette histoire incroyable. « Bon sang, Claire, » a-t-elle dit quand j'ai fini. « Tu es littéralement millionnaire maintenant. En fait, multimillionnaire. » J'ai fixé le plafond de mon appartement miteux. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait caché ça. Toutes ces années où je luttais avec mon prêt, mangeant des pâtes, m'inquiétant pour le loyer, ils avaient des millions. Pourquoi? Monique a réfléchi. Peut-être qu'ils voulaient te protéger. L'argent change les gens et la façon dont ils te traitent. Ils voulaient probablement que tu aies une vie normale, que tu te fasses de vrais amis comme moi qui t'aime pour toi, pas pour ton compte en banque. Ces mots avaient du sens, mais je ressentais toujours un mélange confus d'émotions. Le chagrin pour mes grands-parents, le choc de leurs secrets et une anxiété croissante face à la colère évidente de mes proches. Alors que j'essayais de dormir cette nuit-là dans le même appartement qui semblait maintenant absurdement modeste compte tenu de ma nouvelle valeur nette, je ne savais pas que l'héritage allait pousser ma famille à montrer son vrai visage d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Les appels ont commencé à 7h30 le lendemain matin. La voix de tante Éléonore dégoulinait d'une douceur forcée. « Claire, ma chérie, je pense que nous sommes partis du mauvais pied hier. » Cette nouvelle a été un choc pour tout le monde. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour déjeuner afin de discuter de la façon d'avancer en famille. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a bipé avec un autre appel. Oncle François, son approche était moins subtile. « Claire, cette situation est injuste pour toute la famille. Ton père aurait reçu 1/3 de tout, ce qui devrait légitimement me revenir en tant que frère. Nous devons arranger un partage équitable. » À midi,
J'avais 17 appels manqués et des dizaines de SMS. La cousine Camille suggérait de se retrouver pour un café pour rattraper le temps perdu. Le cousin Théo a envoyé un message maladroit à propos d'une opportunité d'affaires dont il voulait discuter. Le mari de tante Éléonore, Richard, que j'avais rencontré peut-être 2 fois dans ma vie, a appelé pour évoquer de prétendus bons souvenirs avec mes grands-parents. Le schéma était clair. Soudainement, j'étais le membre le plus populaire de la famille Martin. Les visites inattendues ont commencé cet après-midi-là. J'ai ouvert la porte de mon appartement pour trouver tante Éléonore debout, habillée impeccablement et tenant un panier cadeau. « Claire, ma puce, j'étais dans le quartier et j'ai pensé passer te voir. » Elle m'a bousculée pour entrer dans mon appartement, ses yeux s'écarquillant légèrement devant le mobilier modeste. Nous avons tant à nous dire. Pendant l'heure suivante, elle a alterné entre l'évocation de mes grands-parents, des allusions à ses difficultés financières et des commentaires sur la loyauté familiale. Quand rien de tout cela n'a semblé fonctionner, elle a changé de tactique. Tu sais, ton père aurait voulu que l'on prenne soin de sa famille. Jacques disait toujours que la famille passe avant tout. Malgré ses problèmes, j'avais 7 ans quand mon père est parti. Mes souvenirs de lui étaient vagues au mieux, douloureux au pire. « Que sais-tu de mon père ?» ai-je demandé. L'expression de tante Éléonore a changé, devenant calculatrice. Jacques avait ses problèmes, mais c'était mon frère. Savais-tu qu'il vit dans les Cévennes depuis 10 ans? Il essaie de se désintoxiquer, de remettre sa vie en ordre. Il voudrait que tu partages cette manne avec ses frères et sœurs. C'était la première fois que j'entendais parler de l'endroit où se trouvait mon père. Pourquoi ne l'avait-elle jamais mentionné avant? Pourquoi personne ne me l'avait dit? La vraie raison est devenue claire alors qu'elle continuait. Ton père a emprunté de l'argent à François et moi au fil des ans, des montants substantiels. Nous l'avons soutenu quand tes grands-parents lui ont coupé les vivres. D'une certaine manière, tu nous es redevable. La manipulation était si transparente que c'en était presque risible. Où étiez-vous quand je grandissais? Ai-je demandé doucement. Quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'avais besoin de famille, où étiez-vous? Elle s'est hérissée. Nous avons respecté les souhaits d'Henri et Hélène de t'élever. Ils ont clairement fait savoir qu'ils voulaient un contact limité. Je savais que c'était un mensonge. Mes grands-parents m'avaient dit qu'ils avaient essayé pendant des années de garder la famille connectée, envoyant des invitations qui étaient ignorées ou refusées. Après le départ de tante Éléonore, oncle François est arrivé moins d'1 heure plus tard, sans s'embarrasser de faux semblants. Il faisait les 100 pas dans mon petit salon, gesticulant avec emphase. « C'est du vol qualifié, Claire. Mon frère a travaillé pour cette société immobilière à ses débuts. Il a aidé à bâtir l'entreprise avant ses problèmes. Cet argent devrait être en partie le mien. » Son visage devenait rouge en parlant, des postillons volant de ses lèvres. « Tu dois faire ce qui est juste. » Quand je n'ai pas immédiatement accepté, son ton s'est assombri. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'engages. Gérer autant d'argent, ses propriétés, tu échoueras spectaculairement sans le soutien de la famille. » Nous pourrions contester le testament, prétendre que Henri n'était pas sain d'esprit. Après qu'il soit sorti en trombe, j'ai appelé Maître Leroux, qui m'a rassuré que le testament était incontestable, mais m'a suggéré d'envisager des mesures de sécurité supplémentaires vu l'hostilité familiale. Ce soir-là, mes cousins sont arrivés ensemble, leur approche plus subtile, mais tout aussi transparente. Camille, élégante et soignée dans des vêtements de marque, m'a embrassée comme si nous étions des amies de toujours au lieu d'étrangères virtuelles. « Claire, tu nous as manqué !» s'est-elle exclamée. « Nous n'aurions jamais dû nous perdre de vue. » Cet héritage est une telle bénédiction, mais l'argent peut aussi être un tel fardeau. Je travaille dans la finance, tu sais. Je pourrais t'aider à tout gérer, a-t-elle dit. Théo, joint avec sa montre chère, a ajouté « Et je cherchais à me lancer dans le développement immobilier. » Ces propriétés commerciales seraient parfaites pour mon premier projet. Nous pourrions nous associer, garder ça dans la famille. Leur tentative transparente d'accéder à mon héritage aurait pu être amusante si elle n'était pas si persistante. Quand la douce manipulation a échoué, aussi ont changé de tactique. Camille s'est penchée en avant, baissant la voix. « Sais-tu pourquoi tes parents sont vraiment partis, Claire? Ton père a volé l'entreprise de grand-père. Papy et mamie ont étouffé l'affaire, mais il a pris près d'1 demi-million d'euros.
Cet argent aurait dû faire partie de notre héritage aussi. Théo a hoché la tête. Maman et papa ont lutté pendant que tes grands-parents déversaient tout sur toi. L'université, les cours d'art, ce semestre à l'étranger. Ils te traitaient comme la petite fille en or tout en nous ignorant. J'étais stupéfaite. Mes grands-parents avaient financé mes études, oui, mais j'avais travaillé pendant l'université, contracté des prêts. Le semestre à l'étranger était sur bourse. Inventaient-ils des griefs pour justifier leur sentiment de droit? Après leur départ, j'ai trouvé une petite enveloppe qui avait été glissée sous ma porte. À l'intérieur se trouvaient des photos de mon immeuble avec des croix rouges dessinées sur mes fenêtres et un mot « L'argent part vite quand des accidents arrivent ». Cette nuit-là, je suis revenue d'un dîner avec Monique pour trouver ma voiture vandalisée, de profondes rayures le long des deux côtés et le mot « voleuse » bombé à la peinture sur le capot. L'agent de police qui a pris ma déposition semblait peu concerné, suggérant que c'était probablement des adolescents au hasard. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver ma boîte mail inondée de confirmations d'abonnement pour tout, des sites pornographiques aux newsletters politiques extrémistes, tous utilisant mes informations personnelles. Mon téléphone sonnait constamment avec des appels de numéros inconnus. Le harcèlement s'intensifiait rapidement. Quand la porte de mon appartement a été retrouvée avec une grande croix rouge peinte dessus, Monique a insisté sur le fait que je ne pouvais plus rester là. J'ai appelé Maître Leroux, qui a convenu que la situation devenait dangereuse. « Je pense qu'il est temps que vous emménagiez dans la villa de vos grands-parents au lac d'Annecy », a-t-il suggéré. Elle dispose d'un système de sécurité et se trouve dans une résidence fermée. Nous pouvons organiser une protection supplémentaire là-bas. L'idée de quitter mon appartement ressemblait à céder à la pression, mais Monique était catégorique. « Ces gens te montreront exactement qui ils sont », a-t-elle dit. « Ils se soucient plus de l'argent que de ta sécurité ou de ton bien-être. Tu dois te protéger. » Cet après-midi-là, alors que j'emballais les articles essentiels, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Nous savons où tu déménages. Tu ne peux pas te cacher de la famille. » Avec une anxiété croissante et le sentiment d'être traquée par mes propres proches, j'ai réalisé que la fortune de mes grands-parents devenait rapidement une malédiction. Ce qui aurait dû être un moment pour pleurer leur perte s'était transformé en un combat pour ma sécurité et mon héritage légitime. La famille que je connaissais à peine révélait sa vraie nature, et c'était plus laid que je n'aurais pu l'imaginer. La villa du lac d'Annecy était époustouflante, un chef-d'œuvre moderne de 5 chambres en verre et pierre nichées sur la rive du lac. Les baies vitrées offraient des vues panoramiques sur l'eau et les montagnes, et les hauts plafonds donnaient à l'espace l'air d'un hôtel de luxe plutôt que d'une maison. J'ai erré dans des pièces remplies de meubles élégants qui n'avaient jamais été utilisés, les étiquettes encore attachées à certaines pièces. Selon Maître Leroux, mes grands-parents avaient acheté la propriété comme investissement il y a 5 ans, mais avaient continué à vivre dans leur maison modeste par habitude et souci de discrétion. Ils avaient prévu de me parler un jour de leur richesse et de m'offrir la villa. Mais l'accident était survenu avant qu'ils ne puissent partager leur secret. Aussi belle soit-elle, la villa semblait vide sans eux. Je me suis retrouvée assise sur la vaste terrasse au bord du lac, regardant la lumière du soleil danser sur l'eau, me demandant pourquoi ils m'avaient laissée dans l'ignorance si longtemps. Lors de mon 2e jour là-bas, j'ai découvert un bureau caché derrière une bibliothèque, une pièce secrète que mes grands-parents avaient créée. À l'intérieur se trouvaient des classeurs remplis de documents, d'albums photos et de journaux intimes. Alors que je commençais à explorer ces archives, la véritable histoire de ma famille a commencé à émerger. Des lettres de tante Éléonore datant de 20 ans révélaient des demandes répétées d'argent, toujours accompagnées de culpabilisation sur l'obligation familiale. Mes grands-parents l'avaient aidée de nombreuses fois, payant l'école de commerce de Camille et couvrant les dettes de jeu de Théo, pour ne rencontrer que plus d'exigences. Les documents montraient que l'oncle François avait été employé par la société immobilière de mon grand-père, mais avait été licencié pour détournement de fonds. Plutôt que de porter plainte, mon grand-père lui avait payé une indemnité pour qu'il parte discrètement, protégeant le nom de la famille. Le plus choquant étaient les dossiers relatifs à mes parents. Mon père, Jacques, avait en effet volé l'entreprise, mais le montant était plus proche de 2 millions d'euros, pas le demi-million que Camille avait prétendu.
Les virements bancaires montraient au moins que mes grands-parents avaient continué à le soutenir financièrement, même après qu'il m'ait abandonné, envoyant de l'argent à divers centres de réhabilitation au fil des ans. Alors que j'assimilais ces révélations, on frappa doucement à la porte. Une petite femme aux cheveux gris se tenait là, ses yeux gentils s'écarquillant à ma vue. « Mademoiselle Claire, est-ce que c'est vraiment vous? La ressemblance avec votre grand-mère est remarquable. » Elle se présenta comme Madame Germaine, la gouvernante de mes grands-parents depuis 30 ans. Elle entretenait les 2 propriétés et avait sa propre clé de la villa. « Je venais juste vérifier les choses, comme je le fais chaque semaine, » expliqua-t-elle. « Maître Leroux m'a dit que vous pourriez être ici. » Elle hésita. « Vos grands-parents parlaient de vous constamment. Ils étaient si fiers. » Autour d'un thé sur la terrasse, Madame Germaine a partagé des histoires qui peignaient un tableau plus complet de l'histoire de ma famille. « Éléonore et François ont été jaloux de votre père depuis l'enfance, » expliqua-t-elle. « Quand les affaires de votre grand-père ont décollé, cette jalousie est devenue toxique. Il se sentait en droit de profiter de son succès, bien qu'il n'y ait contribué en rien. » Elle décrivit comment mes grands-parents avaient essayé d'inclure toute la famille dans les fêtes et célébrations pendant des années pour ne rencontrer que des exigences et de l'ingratitude. Ils avaient finalement établi des limites après que mes cousins aient vandalisé leur maison lors d'un repas de Noël, volant des bijoux et blâmant mon père. La chose la plus précieuse que Madame Germaine a partagée était le contexte de leur secret. Ils voulaient que vous ayez une enfance normale, pas une enfance accablée par la richesse ou la discorde familiale, expliqua-t-elle. Ils prévoyaient de vous introduire dans leur monde financier à vos 30 ans pour vous laisser établir votre propre identité d'abord. L'accident a tout changé. Alors que Madame Germaine partait, elle s'arrêta. « Soyez prudente, Mademoiselle Claire. Votre tante et votre oncle posent des questions sur cette propriété depuis des années. Ils étaient furieux quand ils ont appris que vos grands-parents l'avaient achetée. Maintenant qu'ils savent qu'elle est à vous. » Elle ne termina pas sa phrase, mais sa signification était claire. Le lendemain, mon petit déjeuner paisible fut interrompu par mon téléphone explosant de notifications. Mes proches avaient rendu leur campagne publique. Tante Éléonore avait posté une longue diatribe sur Facebook à propos d'héritiers avides et de manipulation de personnes âgées. Oncle François était allé plus loin, donnant une interview à un journal local évoquant un conflit d'héritage familial impliquant une petite fille manipulatrice qui avait empoisonné ses grands-parents contre leurs propres enfants. Bien qu'il ne m'ait pas nommé directement, quiconque connaissait la famille pouvait identifier qui il visait. Dans l'après-midi, j'avais reçu des SMS inquiets d'anciens collègues et d'amis de l'université demandant si j'étais l'héritière Martin mentionnée dans la tempête grandissante sur les réseaux sociaux. Quand je suis allée en ville pour faire des courses, j'ai remarqué que les gens me fixaient et chuchotaient derrière leurs mains. À la caisse, l'hôtesse a jeté un coup d'œil à ma carte bancaire puis à moi, son expression passant d'amicale à froidement professionnelle. Ce soir-là, j'ai arrangé une rencontre avec Monique dans un restaurant calme à Lyon, ayant besoin du réconfort de la seule personne en qui j'avais encore confiance. Nous venions de commander quand tante Éléonore et oncle François sont entrés avec plusieurs personnes que je ne reconnaissais pas. Leurs yeux se sont verrouillés sur moi immédiatement et ils se sont dirigés vers notre table. « Eh bien, si ce n'est pas notre nièce millionnaire, » annonça tante Éléonore assez fort pour que les tables voisines entendent. « Tu profites de tes gains mal acquis ?» J'ai essayé de garder ma voix basse. Ce n'est pas l'endroit pour discuter des affaires de famille. « S'il vous plaît, respectez ma vie privée. » Oncle François ricana. « Vie privée, comme la façon dont tu as manipulé tes grands-parents en privé pour évincer le reste de la famille ?» Sa voix portait à travers le restaurant, les têtes se tournant vers notre table. Une femme avec eux, qui se présenta comme leur avocate, maître Judith Simon, posa un document sur la table. « Nous contestons formellement le testament pour abus de faiblesse et incapacité mentale, » déclara-t-elle. « Nous avons des témoins qui attesteront qu'Henri Martin montrait des signes de démence dans ces dernières années. » C'était un mensonge pur et simple. Mon grand-père avait été vif jusqu'à la fin, discutant de l'actualité et me battant aux échecs quelques jours seulement avant l'accident. Alors qu'il faisait un scandale, les clients du restaurant nous fixaient ouvertement. Monique se leva, se plaçant entre moi et mes proches. « C'est du harcèlement, » dit-elle fermement. « Partez maintenant ou la direction appellera la police. »
tante Éléonore ricana. « Tu achètes tes amis aussi, Claire? C'est pathétique. » Quand ils sont finalement partis, le mal était fait. Les murmures nous suivaient alors que nous payions notre note et sortions précipitamment. Au moment où nous avons atteint la villa, les réseaux sociaux bourdonnaient de récits déformés de la confrontation au restaurant. Le lendemain matin, j'ai découvert que quelqu'un avait créé un faux profil à mon nom, publiant du contenu offensant et se vantant de manipuler des parents âgés. Le directeur de mon école a appelé, inquiet de la controverse affectant la réputation de l'établissement. Bien qu'il ne m'ait pas directement demandé de démissionner, son message était clair. Cela pourrait impacter mon emploi. Après avoir consulté Maître Leroux, j'ai décidé de prendre un congé de l'enseignement jusqu'à ce que la situation soit résolue. Il devenait clair que mes proches ne reculeraient devant rien pour me discréditer et me faire pression pour leur donner de l'argent. Face à l'escalade des menaces, Maître Leroux a recommandé d'engager une sécurité professionnelle. Alexandre, un ancien militaire qui dirigeait maintenant une société de sécurité privée, est arrivé cet après-midi-là pour évaluer la propriété. Votre emplacement est assez sûr grâce à la résidence fermée, mais il y a des vulnérabilités, expliqua-t-il, soulignant les zones préoccupantes. Nous allons installer des caméras supplémentaires, des détecteurs de mouvement et avoir du personnel sur place. Pendant que l'équipe d'Alexandre travaillait, j'ai continué à explorer les archives de mes grands-parents. Dans un tiroir verrouillé du bureau de ma grand-mère, j'ai trouvé son journal intime. Les entrées des dernières années révélaient à quel point ils avaient voulu partager leur richesse avec moi, mais craignaient que cela ne change notre relation. Plus troublantes étaient les entrées décrivant les tentatives d'Éléonore et François de les faire déclarer incompétents. 2 ans plus tôt, ils avaient arrangé pour qu'un ami médecin évalue mon grand-père sous de faux prétextes. Quand le médecin l'avait trouvé parfaitement compétent, ils avaient essayé de faire pression sur ma grand-mère pour qu'elle leur cède le contrôle de certains actifs, prétendant que cela les protégerait des impôts. L'entrée du journal de 3 mois avant l'accident m'a glacée. Éléonore a menacé aujourd'hui que si nous ne changeons pas notre testament, elle trouvera des moyens de s'assurer que Claire ne profite jamais de notre héritage. Je crains ce qu'il pourrait faire, mais Henri et moi sommes d'accord que nous ne pouvons pas céder à de telles menaces. Claire est notre vraie famille. Elle a le cœur pour utiliser notre bénédiction avec sagesse. Cette nuit-là, seule dans la vaste villa, malgré l'équipe de sécurité patrouillant à l'extérieur, j'ai craqué. Recroquevillée sur le lit inutilisé de mes grands-parents, j'ai sangloté pour les grands-parents que j'avais perdus, la famille que je n'avais jamais vraiment eue, et la vie simple qui avait été brisée par la richesse et l'avidité. Monique m'a trouvée là quand elle était venue prendre de mes nouvelles, apportant le dîner et un soutien émotionnel bien nécessaire. Après avoir entendu parler du journal et de la situation qui s'aggravait, elle est restée pour la nuit, refusant de me laisser seule. « Ce qui fait le plus mal, » lui ai-je dit alors que nous étions assises sur la terrasse à regarder le clair de lune sur le lac, « ce n'est pas leur avidité. C'est qu'ils sont prêts à détruire ma réputation, ma carrière, mon sentiment de sécurité, tout ça pour de l'argent qu'ils n'ont pas gagné et ne méritent pas. » Monique a serré ma main. « Alors ne les laisse pas gagner. Tes grands-parents t'ont choisi pour une raison. Honore ce choix en tenant bon. » Ces mots ont renforcé ma résolution. Mes grands-parents m'avaient protégée toute ma vie. Maintenant, c'était à mon tour de protéger leur héritage, même contre mes propres parents par le sang. L'avertissement est venu d'une source inattendue. Une semaine après avoir emménagé dans la villa, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Est-ce que Claire Martin? » Une voix d'homme grave a demandé. « Je m'appelle Thomas Renard, j'étais l'ancien associé de ton père. Nous devons parler de ta situation familiale. Ce n'est pas sûr d'en discuter au téléphone. » Méfiante mais curieuse, j'ai accepté. J'ai accepté de le rencontrer dans un café public au centre de Lyon, emmenant Alexandre de la sécurité avec moi. Thomas s'est avéré être un homme âgé aux cheveux poivre, aisselles et aux yeux fatigués, vêtu d'un costume usé. Il m'a reconnu immédiatement. « Tu ressembles à ta grand-mère », a-t-il dit, son expression s'adoucissant. Hélène était une femme remarquable, l'un des esprits d'affaires les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés, bien que peu le savaient. Autour d'un café, Thomas a révélé qu'il avait été le partenaire junior de mon grand-père au début de l'entreprise immobilière. « Ton père travaillait avec nous aussi avant que ses problèmes ne le submergent », a-t-il expliqué. Jacques avait du potentiel, mais il ne pouvait pas résister à la facilité.
Quand j'ai demandé pourquoi il me contactait maintenant, son expression s'est assombrie. J'ai suivi la situation avec ton héritage. Ta tante et ton oncle ne sont pas seulement avides, ils sont dangereux. Il se pencha en avant. Hier, Éléonore m'a contacté pour me demander si je témoignerais que ton grand-père déclinait mentalement et qu'un tiers de l'entreprise avait été promis à ton père. J'étais choquée. L'auriez-vous fait? Thomas secoua la tête fermement. Absolument pas. Henri était vête et vif comme l'éclair jusqu'à la fin. Mais ce qui m'a inquiétée, c'est ce que Éléonore a dit d'autre. Elle a mentionné qu'il prévoyait de prendre des mesures plus directes puisque les voies légales étaient trop lentes. Il fit glisser un dossier sur la table. Ce que ta famille ne réalise peut-être pas, c'est que j'ai gardé des traces de tout au fil des ans. Cela inclut les preuves de la tentative de détournement de fonds de ton oncle que ton grand-père a étouffé. Il y a aussi des enregistrements de menaces que ta tante a faites contre tes grands-parents quand ils ont refusé un prêt il y a 3 ans. Alexandre, qui observait silencieusement, prit la parole. « Croyez-vous qu'il prépare quelque chose d'imminent? » Thomas hocha la tête sombrement. Éléonore a mentionné quelque chose à propos de prendre possession de ce qui leur revient de droit ce week-end. Je crois qu'il prévoit d'occuper physiquement la villa et d'essayer de forcer Claire à partir. Cette information m'a mise en état d'alerte maximale. De retour à la villa, Alexandre a immédiatement renforcé les mesures de sécurité et positionné son équipe stratégiquement autour de la propriété. Maître Leroux a arrangé pour qu'un officier de la brigade financière, le capitaine Laura Martinez, examine les preuves que Thomas avait fournies. Vos proches se sont livrés à de multiples activités illégales, a confirmé le capitaine Martinez après avoir examiné les documents. Les menaces, le harcèlement et les crimes financiers passés créent un motif que nous pouvons utiliser pour poursuivre. Alors que nous développions une stratégie, Maître Leroux a fait une suggestion qui m'a initialement choquée. « Laissez-les venir », a-t-il dit. « Avec une préparation adéquate et des témoins, nous pouvons finir cela une fois pour toutes. » Le plan s'est mis en place rapidement. Thomas a accepté d'être présent avec sa documentation. Le capitaine Martinez serait là en civil pour rassembler des preuves. L'équipe de sécurité d'Alexandre serait positionnée à travers la propriété, mais initialement hors de vue. Et Maître Leroux a ajouté un dernier élément, un vidéaste qui documentera tout. Laissez-les montrer leur vrai visage devant la caméra, a-t-il conseillé. Parfois, le tribunal de l'opinion publique est aussi puissant qu'un tribunal de loi. Nous avons reçu confirmation de leur plan par un canal inattendu. Le cousin Théo, ayant apparemment des remords, a envoyé un SMS d'avertissement. Ils viennent samedi à midi avec des avocats. Ils prévoient de rester jusqu'à ce que tu partes. Ce n'est pas mon idée. Sois prudente. Samedi matin, je me sentais étrangement calme alors que les derniers préparatifs étaient faits. Les caméras de sécurité ont été vérifiées. Des dispositifs d'enregistrement placés à des endroits clés et tout le monde a pris position. Thomas, le capitaine Martinez et Maître Leroux étaient assis avec moi dans le salon, visible depuis l'entrée principale, mais pas de l'extérieur. Le vidéaste, Daniel, s'est positionné discrètement pour tout capturer. Alexandre et son équipe maintenaient de la communication par oreillette, prêts à intervenir si nécessaire. À 12h15 précise, 3 véhicules se sont arrêtés aux grilles de la villa. Les flux des caméras de sécurité montraient tante Éléonore, oncle François et les cousins Camille et Théo, accompagnés de l'avocate Judith Simon, et 2 hommes que je ne reconnaissais pas portant des sacs de sport. « Il demande Sandrine à entrer, madame », a rapporté l'un des membres de l'équipe d'Alexandre via le système de communication, prétendant qu'ils sont de la famille et ont le droit d'être ici. « Laissez-les entrer », a ordonné Alexandre, « mais notez leur nom et enregistrez tout. » Les grilles se sont ouvertes et le groupe s'est approché de l'entrée principale. De ma position, je pouvais entendre la voix perçante de tante Éléonore à travers la porte. « Souvenez-vous du plan. Nous occupons la maison. Forcez-la à négocier. La possession vaut titre. » Quand ils ont sonné, Alexandre a personnellement répondu, habillé en costume qui ne donnait aucune indication de son rôle de sécurité. Mes proches l'ont bousculé pour entrer dans le grand hall, s'arrêtant net quand ils m'ont vue assise calmement dans le salon, flanquée de 3 personnes qu'ils n'attendaient pas. « Qu'est-ce que c'est ?» a exigé oncle François, son visage rougissant. « Qui sont ces gens Je me suis levée, trouvant une force que je ne me connaissais pas.
Ce sont mes conseillers et témoins, ai-je dit calmement. Je comprends que vous êtes venu prendre possession de ma maison. Tante Éléonore a vacillé légèrement avant de se reprendre. C'est une affaire de famille, Claire. Nous devons discuter de la distribution injuste des biens familiaux en privé. Judith Simon s'avança, très professionnelle. Mes clients ont des revendications légitimes sur des parties de la succession Martin. Nous sommes prêts à occuper cette propriété jusqu'à ce qu'un règlement équitable soit atteint. Maître Leroux s'est levé, se présentant. Le testament est inattaquable. Comme vous en avez été informé à plusieurs reprises, cette tentative d'occupation constitue une violation de domicile et du harcèlement. Le visage de l'oncle François se tordit de rage. Il fit signe aux deux hommes inconnus qui se dirigèrent vers leur sac de sport. « Nous ne partons pas. Cette maison appartient à la famille Martin, pas juste à cette petite fille gâtée qui a manipulé son chemin vers toute la fortune. » C'est alors que Thomas s'avança et je vis la reconnaissance poindre sur les visages de mes proches. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici? » La voix de tante Éléonore tremblait maintenant. « Je fournis des preuves, » répondit Thomas calmement, tenant son dossier. « Preuve de ta tentative de détournement de fonds, François. Preuve de tes menaces contre Henri et Hélène, Éléonore. Preuve que vous planifiez cette confrontation depuis des semaines. » Le capitaine Martinez choisit ce moment pour révéler son insigne. « Je suis le capitaine Martinez, brigade financière. Bien que je sois ici de manière non officielle aujourd'hui, je trouve les preuves que M. Renard a fournies extrêmement convaincantes, assez pour ouvrir une enquête formelle. » La couleur quitta les visages de mes proches alors qu'ils réalisaient maintenant le piège dans lequel ils étaient tombés. Puis Daniel, le vidéaste, entra dans le champ de vision avec sa caméra, enregistrant clairement. L'impact fut immédiat. Oncle François se jeta vers Daniel en criant « Éteins ça !» avant qu'Alexandre et son équipe n'émergent de leur position, formant une barrière protectrice, ce qui suivit fut le chaos. Tante Éléonore hurlait des accusations de manipulation et de trahison. Oncle François menaçait de procès tout le monde présent. La cousine Camille commença à pleurer dramatiquement tandis que Théo reculait vers la porte, ne voulant clairement plus faire partie de la confrontation. « Tu nous as piégés », siffla tante Éléonore vers moi, sa façade soigneusement maintenue s'effondrant en une haine nue. « Tu es exactement comme ton père. » Manipulatrice, égoïste. Je suis restée calme. Non, j'ai simplement protégé ce que mes grands-parents m'ont légalement laissé. Ils ont fait leur choix après des années à regarder comment vous les traitiez et comment vous vous traitiez les uns les autres. Je n'ai rien volé. Je n'ai manipulé personne. Je les aimais pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils possédaient. Les deux hommes inconnus, maintenant identifiés par l'équipe d'Alexandre comme des intimidateurs engagés avec des casiers judiciaires, tentèrent donc de partir, mais furent détenus par la sécurité jusqu'à ce que la police arrive pour répondre formellement à la plainte pour violation de domicile. Alors que des officiers en uniforme conduisaient mes proches et leurs associés hors de la propriété, tante Éléonore se retourna pour une dernière attaque. « Ce n'est pas fini. La famille Martin n'abandonne pas ce qui lui appartient. » Le capitaine Martinez s'avança. « En fait, madame, je vous recommande de faire exactement cela. Les preuves que nous avons rassemblées aujourd'hui, combinées à la documentation de M. Renard, nous donnent des motifs pour de multiples chefs d'accusation. Harcèlement, association de malfaiteurs, tentative d'extorsion et possiblement fraude. Je vous suggère de contacter un avocat pénaliste immédiatement. » Quand les voitures de police se sont finalement éloignées, la villa est tombée dans un silence étrange. Je me tenais dans le grand hall, entouré de mes alliés inattendus, ressentant un mélange complexe de vindicte, de tristesse et de soulagement. La confrontation avait été laide mais nécessaire. « Tes grands-parents seraient fiers », dit doucement Thomas, posant une main sur mon épaule. « Tu as tenu bon avec dignité, tout comme ils l'auraient fait. » Pour la première fois depuis que j'avais hérité de la fortune, je m'en sentais digne, non pas parce que j'avais gagné contre mes proches avides, mais parce que j'avais protégé ce que mes grands-parents avaient bâti et l'héritage qu'ils avaient choisi de me confier. Les jours suivant la confrontation ont apporté un tourbillon d'activités juridiques et de développements inattendus.
Le capitaine Martinez a officiellement ouvert une enquête sur les actions de mes proches, se concentrant sur le harcèlement, les menaces et les preuves de crimes financiers passés contre mes grands-parents. Mes proches ont initialement engagé des avocats agressifs qui menaçaient de contre-attaquer en alléguant le piégeage et la diffamation. Cependant, lorsqu'ils ont été confrontés aux preuves vidéo et à la documentation de Thomas, leur stratégie juridique a rapidement basculé vers la limitation des dégâts. Le plus surprenant fut un appel de l'ancienne avocate de ma tante et de mon oncle, Judith Simon. Elle a demandé une réunion arrivant à la villa en ayant l'air considérablement moins confiante que lors de la confrontation. « Je veux m'excuser pour mon implication », a-t-elle dit, refusant de s'asseoir comme si elle ne méritait pas le confort. « Vos proches m'ont mal présenté la situation. Ils ont prétendu que vos grands-parents leur avaient promis des parts de la succession verbalement et que vous aviez manipulé les changements au testament. Elle m'a tendu un dossier contenant des communications entre elle et mes proches. Je me retire de leur représentation et j'ai également fourni ces documents au capitaine Martinez. Le secret professionnel ne s'étend pas à la planification de futurs crimes, ce qu'il faisait clairement. » Sa révélation que mes proches avaient prévu de forger des documents revendiquant la propriété partielle des immeubles a stupéfié même Maître Leroux. « Cela passe du civil au pénal », a-t-il observé après son départ. « Il pourrait faire face à de graves accusations. » 3 jours après la confrontation, j'ai reçu une lettre inattendue du cousin Théo, livrée par coursier plutôt que par la poste. « Claire, je suis désolée pour ma part dans cette vilaine situation. J'ai subi des pressions de mes parents, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû avoir le courage de leur tenir tête plus tôt. Je ne m'attends pas au pardon, mais je voulais que tu saches que j'ai fourni au capitaine Martinez des SMS et des emails montrant comment ce complot s'est développé. La coopération de Théo a fourni la preuve finale nécessaire au procureur pour déposer des accusations formelles contre tante Éléonore et oncle François pour association de malfaiteurs, tentative d'extorsion et fraude. Le drame familial a pris un autre tournant lorsqu'un journaliste qui suivait l'histoire a réussi à localiser mon père Jacques Martin dans un petit village des Cévennes. Son histoire est apparue dans l'édition du dimanche. Le père éloigné de l'héritière répond à la bataille pour l'héritage familial. Selon l'article, mon père était sobre depuis 3 ans, travaillant comme menuisier et menant une vie tranquille. Il a exprimé son choc face à la richesse de ses parents, mais a soutenu leur décision de tout me laisser. « J'ai échoué en tant que père », a-t-il été cité, disant, « je ne mérite aucune partie de leur héritage. » Claire a été élevée par eux, aimée par eux. L'héritage lui appartient à elle seule. Le journaliste a inclus les coordonnées de mon père avec une note disant qu'il voulait me contacter mais respecterait mes souhaits dans tous les cas. J'ai placé l'article dans un tiroir, pas encore prête à décider d'ouvrir cette porte sur mon passé. Alors que les procédures judiciaires contre mes proches avançaient, l'attention médiatique s'intensifiait. Des reporters campaient devant les grilles de la villa et mon histoire apparaissait aux informations locales puis nationales. Le récit variait de contes rendus sympathiques de trahison familiale à des contes sensationnalistes de batailles d'héritage. La renommée indésirable rendait les tâches simples comme faire les courses impossibles. Les gens me reconnaissaient, s'approchaient pour des photos ou des commentaires ou simplement me fixaient. Certains étaient solidaires, d'autres jugeaient. La perte d'intimité était une autre conséquence inattendue de la richesse. Ma carrière d'enseignante était également en suspens. Bien que le directeur ait exprimé son soutien après que la vérité ait éclaté, retourner en classe semblait impossible avec mon nouveau profil public. Les enfants et leurs parents me verraient différemment maintenant. La simple joie d'enseigner l'art pourrait être à jamais changée par la connaissance de ma richesse. Au milieu de ce tumulte, Monique est restée mon ancre, me visitant quotidiennement et m'aidant à naviguer dans cette étrange nouvelle réalité. Elle avait pris un congé de l'hôpital pour me soutenir, et j'étais reconnaissante pour son amitié indéfectible. Mon réconfort est venu d'une découverte inattendue. En organisant les effets personnels de mes grands-parents, j'ai trouvé une enveloppe scellée adressée à moi de l'écriture élégante de ma grand-mère, datée de seulement 2 semaines avant leur voyage fatal. Très chère Claire, si tu lis ceci, alors notre plan de partager notre secret avec toi a été retardé ou empêché. Nous avons pris des dispositions pour que cette lettre te soit remise s'il nous arrivait quelque chose avant que nous puissions tout te dire nous-mêmes.
La richesse que nous avons accumulée n'a jamais été aussi importante pour nous que tu l'as été. Njte, nous avons bâti notre entreprise et nos investissements en espérant créer une sécurité pour les générations futures. Mais nous reconnaissons les dangers du privilège non mérité. Nous voulions que tu développes ta propre identité, tes valeurs et ta force de caractère avant de te charger d'une richesse significative. Nous t'avons vu devenir une jeune femme compatissante et travailleuse qui trouve de la joie à enseigner aux enfants plutôt qu'à accumuler des possessions. Ces qualités, et non notre succès financier, représentent notre véritable héritage. Nous t'avons choisi comme héritière, non pas simplement parce que tu es notre petite fille, mais parce que tu as fait preuve de sagesse, de gentillesse et d'intégrité tout au long de ta vie. Ce sont les qualités nécessaires pour gérer la richesse de manière responsable. La décision d'exclure les autres membres de la famille a été prise après des années à être témoins de leur choix. Ils ont montré à maintes reprises qu'ils valorisent l'argent plus que les relations, le statut plus que la substance. Nous avons essayé de nombreuses fois de les guider vers de meilleures valeurs, mais ils ont choisi des chemins différents. Fais confiance à Bernard pour te guider à travers la transition. Et souviens-toi que cette richesse est un outil, pas une mesure de ta valeur. Utilise-la pour créer la vie que tu veux et pour faire une différence de la manière qui compte pour toi. Sache que nous sommes fiers de toi, non pas pour ce que tu posséderas, mais pour qui tu es. Avec tout notre amour, Mamie Hélène et Papy Henri. La lettre a apporté à la fois des larmes et de la clarté. Pour la première fois depuis l'héritage, j'ai senti que je comprenais leurs intentions et la responsabilité qu'ils m'avaient confiée. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de valeur et de but. Avec cette perspective renouvelée, j'ai commencé à prendre des décisions concernant mon avenir. J'aurais besoin de conseillers financiers, oui, mais aussi de conseils sur la philanthropie et l'investissement significatif. La richesse pouvait être un fardeau ou une opportunité selon la façon dont je choisissais de la voir. Quant à mes proches, j'ai donné instruction à Maître Leroux de poursuivre la justice par les voies légales, mais pas la vengeance. S'ils faisaient face à des conséquences pour leurs actes, ce serait par le biais de processus juridiques appropriés et non par mon désir de rétribution. Les mois à venir allaient apporter des défis alors que les affaires judiciaires avançaient et que je m'ajustais à ma nouvelle réalité. Mais pour la première fois depuis la réception de la nouvelle choquante de mon héritage, je me sentais à la hauteur de la tâche. Mes grands-parents m'avaient mieux préparé que je ne l'avais réalisé, non pas par une éducation financière, mais en inculquant des valeurs que l'argent ne pouvait ni créer ni corrompre. 6 mois après la confrontation dramatique à la villa, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La propriété du lac semblait maintenant être chez moi, bien que j'aie redécoré plusieurs pièces pour refléter mon style personnel plutôt que le luxe impersonnel qu'elle transmettait initialement. Des photos de mes grands-parents ornaient les murs avec mes propres œuvres d'art et des pièces créées par mes anciens élèves. L'adaptation à la richesse n'avait pas été facile. La première fois que j'ai acheté quelque chose de cher, une nouvelle voiture pour remplacer ma Clio vandalisée, j'ai ressenti une culpabilité accablante. Était-ce ce que mes grands-parents voulaient? Approuveraient-ils une telle dépense? Monique m'avait accompagnée chez le concessionnaire, m'aidant à surmonter mon anxiété. « Tu n'achètes pas une Ferrari, Claire ?» avait-elle souligné raisonnablement. « Tu achètes un véhicule sûr et fiable. Tes grands-parents voudraient que tu sois en sécurité. » Trouver l'équilibre entre profiter des privilèges de la richesse et maintenir les valeurs que mes grands-parents m'avaient inculquées était un processus continu. Certains jours, j'y arrivais, d'autres, je remettais en question chaque décision. Les conséquences juridiques pour mes proches avaient été significatives. Tante Éléonore et oncle François avaient finalement accepté des accords de plaidoyer, évitant la prison ferme mais recevant du sursis, des travaux d'intérêt général et des amendes substantielles. Plus douloureusement pour eux, la publicité avait endommagé leur statut social et leurs relations d'affaires. La cousine Camille avait déménagé à Bordeaux, prenant un nouveau départ là où la notoriété de sa famille était inconnue. Théo avait opéré un changement plus positif, entamant une thérapie et poursuivant une formation dans le travail social, m'envoyant occasionnellement des mises à jour sur ses progrès. Le développement le plus significatif avait été la création de la Fondation Henri et Hélène Martin, dédiée à fournir une éducation artistique aux communautés défavorisées. La Fondation finançait des programmes dans des écoles aux ressources limitées,
offrant les mêmes opportunités qui avaient façonné mon propre amour de l'art. La mise en place de la fondation avait donné un but à l'héritage, le transformant d'un fardeau en un legs qui honorait les valeurs de mes grands-parents. La première fois que j'ai visité une salle de classe bénéficiant des subventions de la Fondation, regardant les enfants découvrir la joie de la création, j'ai senti la présence de mes grands-parents fortement, comme s'ils étaient témoins de leur véritable héritage prenant forme. Ma vie personnelle avait aussi progressivement trouvé un nouvel équilibre. Après mûre réflexion, j'avais répondu aux coordonnées de mon père, acceptant de le rencontrer dans un lieu neutre. Nos retrouvailles avaient été maladroites, douloureuses et finalement guérissantes. Jacques Martin était un homme changé, humilié par ses échecs et travaillant quotidiennement pour maintenir sa sobriété. Nous construisions une relation prudente, non pas comme père et fille au sens traditionnel, mais comme deux adultes et avec une histoire commune compliquée. Je ne lui avais pas offert d'argent et à son crédit, il n'en avait pas demandé. Au lieu de cela, j'avais finalement établi un fonds modeste qui soutiendrait son rétablissement continu tout en le protégeant de ses anciennes tendances addictives. C'était ce que mes grands-parents auraient fait, équilibrant compassion et sagesse. Peut-être le développement le plus surprenant avait été mon amitié avec Thomas Renard, l'ancien associé de mon père. Thomas était devenu un mentor, m'aidant à comprendre l'empire commercial que mes grands-parents avaient bâti et me guidant dans les décisions concernant les propriétés et les investissements. Ces histoires sur les débuts de mes grands-parents dans les affaires m'ont donné un aperçu de partie de leur vie que je n'avais jamais connue. C'était un des visionnaires, expliqua Thomas lors d'un de nos déjeuners réguliers. Il voyait du potentiel dans des propriétés et des quartiers que d'autres négligeaient. Mais ce qui les rendait vraiment prospères, c'était la façon dont ils traitaient les gens. Ils n'ont jamais exploité, jamais profité. Ils créaient des situations gagnant-gagnant qui bâtissaient la loyauté et la confiance. Cette approche est devenue mon modèle alors que j'apprenais à gérer l'héritage. J'ai établi des pratiques de location équitables pour les propriétés commerciales, investi dans des entreprises avec des modèles éthiques et assuré que la richesse générait plus que simplement une richesse supplémentaire. Mon identité d'enseignante restait importante pour moi. Bien que je ne sois pas retournée en classe, j'enseignais des ateliers d'art via la Fondation et mentoraux de jeunes artistes prometteurs issus de milieux défavorisés. C'était enseigné avec un plus grand impact, atteignant des élèves qui n'auraient autrement jamais eu accès à des opportunités artistiques. Quant à mon amitié avec Monique, elle avait évolué de manière inattendue. Son soutien indéfectible tout au long de l'épreuve avait renforcé notre lien. Et elle avait finalement accepté mon offre de devenir la directrice exécutive de la Fondation. Appliquant ses compétences organisationnelles et sa nature compatissante à nos initiatives croissantes. Elle restait ma confidente la plus proche, la personne qui me traitait toujours exactement comme avant l'héritage. Le voyage m'avait appris des leçons que je ne m'attendais jamais à apprendre sur la richesse familiale et ma propre capacité de résilience. La famille, j'ai découvert, n'était pas définie par le sang ou les documents légaux, mais par l'amour, le respect et le soutien mutuel. Mes grands-parents, Monique, Thomas et même Madame Germaine la gouvernante, étaient plus véritablement ma famille que ceux qui partageaient mon nom de famille. La richesse, j'ai appris, était neutre, ni intrinsèquement bonne ni mauvaise. Sa valeur dépendait entièrement de la façon dont elle était utilisée, des intentions derrière son déploiement et de la sagesse guidant sa gestion. L'argent pouvait construire ou détruire, connecter ou isoler selon les choix de ceux qui le contrôlaient. Plus important encore, j'ai découvert ma propre force. L'institutrice effrayée et dépassée, qui avait entendu pour la première fois les mots « 36 millions d'euros », avait grandi en une femme capable de tenir bon, de prendre des décisions difficiles et d'utiliser les ressources avec sagesse. Mes grands-parents avaient net vu ce potentiel en moi, avant même que je ne le reconnaisse en moi-même. À l'anniversaire de la mort de mes grands-parents, j'ai tenu une petite cérémonie privée à la villa. Monique, Thomas, Madame Germaine et Maître Leroux m'ont rejointe sur la terrasse au bord du lac, alors que le soleil se couchait, partageant des souvenirs et levant nos verres en hommage à Henri et Hélène Martin. Ils ont bâti plus que de la richesse, ai-je dit en regardant la lumière dorée s'estomper sur l'eau. Ils ont bâti du caractère, des relations et un héritage de gentillesse. C'est ce que j'espère continuer. Plus tard, seule sur la terrasse, j'ai réfléchi à l'année extraordinaire derrière moi,
L'héritage qui avait semblé au début comme une malédiction était devenu une bénédiction. Non pas à cause de l'argent lui-même, mais à cause de la croissance qu'il avait exigée de moi. Mes grands-parents me manquaient toujours chaque jour. Je me demandais toujours si je faisais des choix qu'ils approuveraient. Mais j'avais fini par comprendre que leur plus grand cadeau n'avait pas été les 36 millions. Ça avait été leur croyance en moi, leur investissement dans mon caractère et leur confiance que je trouverais mon chemin. Que feriez-vous si vous héritiez soudainement de millions? Garderiez-vous le secret comme mes grands-parents l'ont fait? Ou partageriez-vous votre bonne fortune? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'expériences de la vie réelle. Et souvenez-vous, dans un monde où les gens montrent souvent leur pire côté pour l'argent, choisissez d'être quelqu'un qui prouve que le caractère et la gentillesse sont la véritable mesure de la richesse. Merci d'avoir écouté mon histoire.